Bonjour l'équipe, bienvenue à tous pour ce nouveau live. Ce sera un live légendaire parce que voilà, on a des nouvelles informations sur le chapitre 1149 qui s'annonce complètement légendaire. Il va y avoir des théories validées à foison. Il y a l'analyse qui va vraiment payer les gars parce que je vous ai parlé d'énormément de choses et il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de nuances que j'ai apportées qui va être confirmées dans ce chapitre. Vous allez direct comprendre quand on lira les spoils tout simplement. Donc voilà, pour la petite intro, comme d'habitude, on fait l'auto-promo puis après on attaque directement avec la react à ces spoils. Donc les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team, les gars, on s'amuse bien, on rigole bien. En plus, on est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour la team YouTube, ça fait grave plaisir. On avance encore une fois. Merci pour tous vos messages de soutien et tout, ça fait grave plaisir parce que là en plus en ce moment, c'est assez compliqué, je fais des travaux et tout. Là, vous voyez pas trop là, mais c'est un peu le bordel là, juste ici là. Donc voilà, en ce moment, il y a voilà des petits changements et tout, des petits trucs que je dois faire et ça me prend un temps fou. Donc j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, mais j'essaye quand même de tenir mes engagements vis-à-vis de la team YouTube et aussi vis-à-vis de la team Twitch. Donc voilà, on est là, il est 21h30, parfait pour react à ces spoils, donc on va faire tout ça ensemble. Donc voilà, un grand merci et écoutez, vous avez le Discord si jamais vous voulez discuter, avoir les informations complémentaires, etc., si vous voulez tout avoir, c'est là-bas. Vous avez aussi le Twitter, c'est là-bas où je les publie en premier, donc voilà, si vous voulez les avoir le plus rapidement possible, c'est là-bas. Vous avez aussi accès à plein d'autres choses comme les souscriptions et tout. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui soutiennent, merci encore à toi Valcorion d'avoir soutenu aujourd'hui. Donc voilà les gars, je pense que vous connaissez à force, mais je répète parce que c'est tout simplement ce qui fait vivre la chaîne, ce qui vous permet de tout simplement avoir les vidéos aujourd'hui. Donc let's go les gars pour ce chapitre qui est complètement fou. J'espère que vous êtes bien prêts. Ok, donc let's go. Là, on va décortiquer ces spoils, react, et on va vous donner toutes les impressions, toutes les théories, toute l'analyse qu'on a faite depuis des mois, qui va, je pense, se concrétiser dans ce chapitre, les gars. On va parler de beaucoup de choses. Donc, préparez-vous. C'est parti, on va lire ce chapitre 1149, en tout cas les spoils qu'on a aujourd'hui. Le titre s'appelle Une seconde, et en plus de ça, c'est pareil que le chapitre précédent. C'est-à-dire que là, on n'a pas réellement, après avoir lu les spoils, la révélation de pourquoi Oda a choisi d'appeler ce chapitre Une seconde. Et rappelez-vous, le chapitre dernier, c'était exactement la même chose avec Ronia. On a eu 2-3 messages par rapport à elle, mais on comprenait pas l'importance et le fait que voilà, ce personnage a été mis grave en avant, aussi les émotions qui ont été transmises. Donc, je pense que là, ça va être la même chose, sauf que une seconde, on le comprendra tout simplement un peu plus tard. Ok, donc cette semaine, pas de mini-aventure. Donc voilà, Yamato reviendra sûrement la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il y a un chapitre. Pas de pause, les gars. Mais à la place, on a un color spread. Donc voilà, les Mugiwara sont dans un maze café. Donc voilà, je sais pas comment dire, tu sais, c'est les cafés japonais où des japonaises, elles viennent, discutent avec toi et tout, tu vois. Et c'est leur travail de faire ça. Et du coup, ils sont là-dedans. Et du coup, les filles de l'équipage, y compris Lilith et Bonnie, portent des tenues de soubrette. Voilà, c'est les tenues un peu de femmes de ménage, mais version japonais, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour le petit color spread, ça va être sympa, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont kiffer. Mais voilà, passons directement au chapitre. Donc pour commencer, le chapitre reprend là où le précédent s'est arrêté. On assiste à Scooper Gaban vs Sommers. Et du coup, Gaban détruit complètement Sommers. Donc on a vraiment une victoire écrasante de Gaban par rapport à Sommers. Et je peux pas dire que c'est quelque chose que j'avais prédit, parce que j'étais pas d'accord avec ce fait-là. Mais vous allez voir que la prochaine phrase va me donner raison, parce qu'en fait, je vous avais dit que Sommers, pour moi, je pense pas qu'il puisse mourir à cet instant précis. Et c'est dans ce sens-là que je pensais qu'il pouvait pas se faire battre. Pour moi, Sommers, il peut pas être effacé comme ça en un seul chapitre. Et la suite de la phrase dit tout simplement que Gaban le découpe en morceaux en utilisant son haki et ses haches. Et Sommers reste en vie, mais n'arrive pas à se régénérer. Donc voilà, c'est parfait, les gars, parce que c'est une théorie légendaire validée par rapport à ce qu'on avait émis comme hypothèse par rapport à le pouvoir de Im-sama, entre guillemets, le pouvoir de la marque, le pouvoir de l'abysse. Et du coup, moi, j'étais sûr du fait que, tout simplement, Sommers pouvait pas mourir comme ça. Et même la réaction qu'il a eue par rapport à sa main, je vous ai dit, les gars, dans la précédente vidéo, c'est trop bizarre. Il réagit comme si sa main, c'était pas trop grave, tu vois. Donc normalement, il aurait dû ressentir la douleur, il aurait dû être
être inquiet pour sa main. En fait, il a vraiment été inquiet de voir que son adversaire était Scooper Gaban. Donc il a plus eu peur de Scooper Gaban que de perdre sa main. Et ça m'a interpellé sur le fait que peut-être qu'en fait, c'était pas tout à fait une perte définitive, tu vois. Et je vous ai même émis la semaine dernière que potentiellement plus tard, il pourrait retrouver sa main. Je vous ai même mis une petite hypothèse sur le fait que peut-être que ce serait une marque et qu'il y ait une espèce de connexion avec l'Abyss. Et quand t'enlèves la marque, la connexion se fait plus, donc il peut pas récupérer ses membres et se régénérer. Et du coup, vous allez voir que tout ça commence à prendre de sens et je suis trop content, les gars. Donc continuons avant de s'étaler sur les théories. Ok, donc Gunko se rend auprès de Colon et lui dit qu'elle le tuera si Scooper ne se rend pas. Il se rend et elle le poignarde et le jette de l'arbre. Donc voilà, le combat Scooper Gaban qui se finit malheureusement pas comme on l'aurait voulu, même si il a quand même fait le spectacle. Après avoir lâché le mic, il est parti de la scène de manière assez drôle. Mais bon, c'était logique, les gars. Le fait que voilà son fils soit pris en otage, c'est aberrant. D'ailleurs, je vous donne une exclusivité parce que voilà, c'est des informations qui sont sorties après les spoils. Il y a un leaker qui lui a tout simplement dit que Scooper Gaban avait vu dans le futur que son fils allait se faire transpercer et c'est pour ça qu'il a décidé de se rendre. Parce qu'il savait que c'était inévitable. Et le seul moyen de l'éviter, c'est de se laisser avoir. Et du coup, voilà pourquoi il n'a pas essayé de se battre contre Gunko. Ok, donc on continue. On a un flashback du passé de Brook où on apprend qu'il connaissait Gunko bien avant de devenir pirate. Donc ça, c'est légendaire, les gars, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui me disaient non mais Brook, il faisait partie des Chevaliers Divins, il est pas surpris, on a l'impression qu'il les connaît, etc. Et moi, je vous ai dit, c'est pas possible. Pour tellement de raisons, tu vois. Pour moi, c'était impossible de par la puissance de Brook. À l'époque où il était encore humain, il maîtrisait pas le haki, il y avait tellement de choses qu'il savait pas faire que forcément, c'était obligé qu'il puisse pas faire partie des Chevaliers Divins. Les Chevaliers Divins, c'est l'élite, les gars, quand même, un minimum. Et rappelez-vous de Brook qui se bat contre Kizaru, il essaye de le planter avec son épée comme ça, là, et il réussit pas. Donc, pour moi, c'était impossible qu'il puisse faire partie des Chevaliers Divins. Et encore une fois, mon explication porte ses fruits parce que là, on voit très clairement que c'est entre guillemets pas le cas. Après, c'est pas impossible, hein. Peut-être que Oda va trouver des raisons de pouvoir faire de Brook un Chevalier Divin, mais à mon sens, là, ça, c'est plus logique que de voir Brook parmi les Chevaliers Divins. Donc voilà, du coup, le fait que Brook et Gunko se connaissent, ça montre beaucoup de choses. Parce que du coup, ça explique le fait que Brook puisse connaître les Chevaliers Divins. On n'aura pas toutes les infos, je pense, mais je pense que voilà, il a dû avoir des infos par rapport à sa liaison avec Gunko. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais voilà, les liens qu'il a avec Gunko fait que peut-être c'est de là qu'il a toutes ses connaissances par rapport aux Chevaliers Divins. Donc voilà, trop intéressant, je suis assez content de voir qu'il y a une raison au fait qu'il connaît les Chevaliers Divins, et ça s'explique probablement par rapport à Gunko, d'après les premières infos. Après, voilà, oubliez pas que quand il était jeune, il faisait partie de la garde royale d'un certain pays qu'on ne connaît pas réellement. Donc voilà, pour l'instant, tout semble possible et logique. Ensuite, on a Gunko qui reprend le contrôle de son esprit et essaie de libérer Brook. Donc voilà, là c'est énorme parce que ça veut dire énormément de choses. Reprendre le contrôle de son esprit, ça veut dire que là, elle contrôle pas son esprit. Ça veut dire que potentiellement, elle est gérée comme une marionnette. En plus, c'est trop bien parce que moi, je vous avais dit que les Tenryubito n'étaient pas des marionnettes. Ça valait aussi pour les Chevaliers Divins. Et là, on voit qu'ils sont contrôlés comme des marionnettes. Mais en fait, moi, je l'entendais dans le sens où ils sont pas contrôlés comme des marionnettes vides de l'intérieur. C'est pas une marionnette en mode Kankuro dans Naruto, tu vois. Elle a bien une personnalité propre, donc ça, c'est ce que je défendais le plus. Mais elle est contrôlée d'une autre manière par Imusama, en potentiellement faisant en sorte de faire ressortir ce qu'il y a de plus mauvais chez la personne, tu vois. Donc voilà, c'est exactement ce que je cherchais à prouver. Et du coup, je suis assez content de voir que cette mécanique a été gardée. Le fait que voilà, les personnages de One Piece qui font partie des Chevaliers Divins et du Gorosei sont bel et bien des personnes propres et réelles. Après, au niveau du contrôle marionnette et tout, j'étais pas là-dessus, mais là, je suis pas du tout déçu parce que ça respecte tout simplement l'analyse qu'on avait faite. Donc voilà, je suis trop content, même si j'avais évidemment émis une phrase qui allait entre guillemets en contradiction avec ça, même si en vrai de vrai, au fond, ce que je défendais, c'était pas du tout ça. Du coup, je suis quand même trop content de voir qu'il y a une espèce de contrôle de l'esprit d'Im-sama sur l'ensemble des personnes qui sont en lien avec l'Abyss, avec la marque. Donc on continue, les gars. Imu prend le contrôle du corps de Gunko et entre dans une colère noire parce que les Chevaliers Divins ont mis trop de temps et que la Terre Sainte est en train de brûler et d'être attaquée. Donc ça, c'est ouf. Ça y est, les gars, une attaque est en train d'être menée. Est-ce que c'est Dragon? Est-ce que c'est autre chose? Il y a tellement de possibilités. Peut-être que c'est Barbe Noire. Rappelez-vous, Dragon est quand même loin, hein. Dragon est quand même loin et quand
moment arrivé sur Egghead, rappelez-vous, c'était il y a que 3 jours, et ben on voyait que Dragon n'était pas prêt à attaquer comme ça. Pour moi, le fait que Barbe Noire puisse passer à l'attaque est totalement possible, étant donné que entre Elbaf et Egghead, tout simplement, on a vu Barbe Noire réunir la totalité de ses membres pour justement discuter. Et je pense que il va y avoir un événement qui va tout changer. Bon, je pense pas qu'on va pouvoir en avoir plus dans le chapitre, ou même dans le chapitre de la semaine prochaine, ce serait trop demandé, je pense. Mais c'est des choses qui vont arriver, et quand on aura le fin mot de l'histoire, bah on comprendra assez facilement que ça va partir en cacahuète, j'ai envie de dire. Donc peut-être que ça peut être les peuples qui vont se rebeller tout simplement par rapport au message de Vegapunk, ça c'est une possibilité. Peut-être que c'est Barbe Noire, ou peut-être que c'est tout simplement Dragon qui décide de passer à l'attaque, étant donné que voilà, lui-même commençait à tout simplement vouloir passer à l'attaque parce qu'il savait que c'était le moment opportun après les événements de Egghead. Donc voilà, l'incident de Egghead. Et du coup, on termine le chapitre avec Imu qui dit « Mu va vous montrer comment un dieu gouverne le monde ». Donc voilà, ça veut dire qu'il va passer à l'attaque, et là, ça va être aberrant parce que je pense qu'il va envoyer ce qu'il a de plus puissant. Donc beaucoup de personnes pensent qu'il pourrait envoyer le Mother Flame. Bon, je l'appelle comme ça parce qu'on n'a pas vraiment de nom pour l'instant. Et moi, je vous ai déjà dit que c'était pas possible, les gars, pour une raison simple. Rappelez-vous, avec Egghead, on a vu York dire qu'elle avait besoin de la centrale, donc de Mother Flame, pour pouvoir recharger l'arme qui a servi pour détruire le Luzia. Le délire, c'est que ils ont plus tout simplement le Puck Record, ni même le Mother Flame. Tout a été déplacé, sûrement vers l'île de Queue d'Étrave, parce que c'était la destination des autres Vegapunk. Donc tout rentre dans l'ordre, tout est carré et tout s'explique. Donc maintenant, je pense que Mu va plutôt montrer ce qu'elle est capable de faire en termes de puissance. On l'a trop sous-estimé. Rappelez-vous, dans la fresque, on a eu des informations sur le dieu de la forêt qui aurait lâché ses démons. Peut-être que c'est ce qui va se passer. Peut-être que Mu va encore une fois lâcher ses démons. Est-ce que ça va être des fruits du démon? Est-ce que ça va être une armée démoniaque? Est-ce que ça va être des monstres qui sortent de l'abysse? Tout ça, c'est complètement possible, et c'est des choses qu'on a hâte de découvrir. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on va détailler dans l'analyse, les gars. Donc voilà, pas de pause la semaine prochaine, j'espère que vous êtes bien prêts parce que ça va être colossal. Donc voilà pour cette petite react. Ok, donc là c'est parti pour l'analyse. On va essayer de détailler tout ça. Donc déjà, premièrement, Gaban vs Somers. On a vraiment une supériorité légendaire entre Gaban et Somers. Donc ça montre un petit peu la puissance. Je pense que Gaban doit être au même niveau que Rayleigh, ou potentiellement plus fort. Donc pour moi, Gaban intermédiaire, et potentiellement Rayleigh peut-être un peu moins fort que prévu. Peut-être qu'il n'est pas intermédiaire, peut-être qu'il est premier commandant. Ça expliquerait pourquoi il se battait d'égal à égal entre guillemets contre Kizaru. Même si c'est pas une certitude, je commence de plus en plus à tendre vers là parce que ça explique beaucoup de choses. Après, c'est compliqué parce que voilà, ils ont une maîtrise du haki qui est légendaire, même de tous les hakis qui est légendaire. Donc on va dire qu'ils peuvent se battre contre des personnages très très puissants parce qu'ils ont une maîtrise des hakis qui sont très très puissantes. Après, en termes de level, je pense quand même que Gaban, vu qu'il s'est jamais arrêté de se battre, d'après ce qu'on voit, je pense qu'il y a moyen qu'il soit égal à Rayleigh, soit un petit peu plus fort que Rayleigh. Donc c'est pour ça que je me demande. Donc on va dire tous les deux intermédiaires, comme ça on se casse pas la tête, mais il y a moyen que Rayleigh puisse être un tout petit peu moins fort. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on voit que du coup, il y a une capacité, on va dire, de bloquer, comme je vous ai dit. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit la semaine dernière, le fait qu'il pourrait y avoir une marque. La marque permet d'avoir un accès à l'abysse, mais aussi permettrait la régénération, la télépathie, etc., etc. Et du coup, le fait de couper les liens entre l'abysse et la personne qui est contrôlée, donc Somers dans ce cas-là, et ben peut-être que ça l'empêche d'utiliser tout simplement ces pouvoirs-là, la télépathie, etc., etc. Et c'est peut-être comme ça que Gaban arrive tout simplement à découper sans qu'il puisse se régénérer. D'une certaine manière, il coupe le lien qu'il y a entre l'abysse et Somers. Et en plus de ça, cette théorie, elle devient de plus en plus valide parce qu'on voit tout simplement plus tard dans le chapitre que Gonko est contrôlée. Voilà, c'est comme si elle était contrôlée et qu'elle pouvait perdre le contrôle, et en même temps, Imu pourrait reprendre le contrôle. Donc on voit quand même qu'il y a une mécanique de lien, tu vois. Et Imu, pareil, ensuite, elle prend carrément le contrôle du corps de Gonko, donc elle va dans le corps de Gonko, si je comprends bien, et c'est quelque chose qui tout simplement montre que ce pouvoir pourrait venir du lien qu'il partage avec l'abysse. Peut-être qu'en fait l'abysse c'est le pouvoir d'Im-sama, ce pouvoir peut être partagé entre guillemets et peut lier entre guillemets les personnes entre elles et partager son pouvoir avec. Ça c'est une possibilité, ou peut-être que c'est le pouvoir des démons tout simplement, comme on l'a vu dans la fresque avec le dieu de la forêt qui tout simplement libère tout simplement les démons. Donc voilà, ça pour moi c'est une possibilité. On va voir un petit peu, mais c'est quelque chose qui est pour moi très très probable. Donc voilà, pour Gaban, c'est légendaire, il est capable de stopper Somers et même de stopper
fait les chevaliers divins en général, mais malheureusement il est tombé en bas et peut-être que il va tomber sur Luffy et Loki, ce qui va expliquer beaucoup de choses. Va tout simplement expliquer le fait que Loki et Luffy vont décider à un moment donné de monter à l'étage et aussi va permettre de donner toutes les informations à l'ensemble des Mugiwara, à savoir Sanji, Zoro, etc., etc. Ensuite, on a Brook et Gunko qui finalement se connaissent. Donc voilà, c'est bizarre parce que ça voudrait dire que Gunko est très très vieille. Donc voilà, l'immortalité, elle n'est pas que physique. Elle permet aussi de garder l'âge actuel, entre guillemets, qu'ils ont quand ils deviennent chevaliers divins. En tout cas, qui signent avec l'Abysse, qui pactisent avec le diable. Et ça, c'est assez intéressant parce que Gunko a l'air très très jeune, alors que si elle a vécu à l'époque de Brook, déjà il y a 50 ans, même 52 ans qui séparent Brook vivant de Brook mort. Juste ça, déjà, ça montre que Gunko, elle a minimum cet âge-là. Et ensuite, bah voilà, il y a tous les événements qui précèdent l'arrivée de Brook dans le Grand Line. Donc, tout ça fait que Gunko doit être minimum âgé de 52, voire beaucoup plus. Donc voilà, je vais pas revenir sur le reste. Je pense que j'ai déjà bien détaillé sur le fait qu'ils se connaissaient avant. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que voilà, ça explique beaucoup de choses. Surtout, comment Brook connaît tout simplement les chevaliers divins. Ensuite, je pense que c'est l'information la plus importante du chapitre. C'est que Imu-sama arrive sur Elbaf. C'est ouf. En vrai, c'est dommage pour nous. Pourquoi? Parce que elle arrive quand Luffy est pas là. J'aurais bien voulu. Je pense que tout le monde aurait voulu une altercation entre Luffy et Im-sama. Et ça, malheureusement, on va pas y avoir droit étant donné que voilà, c'est compliqué au vu de tout ce qui s'est passé sur Elbaf. Donc voilà, Imu prend le contrôle du corps de Gunko. Mu termine le chapitre en disant Mu va vous montrer comment un dieu gouverne le monde. Et ça, c'est légendaire parce que on va clairement voir Im-sama passer à l'action. C'est-à-dire que il va y avoir potentiellement des attaques, il va y avoir autre chose. Et ça, c'est fou parce que en plus du fait que la Terre Sainte est en train de brûler, rappelez-vous, Shamrock a été rappelé juste avant que les autres chevaliers divins arrivent. Donc peut-être que en plus de Shamrock, il pourrait y avoir plein d'autres personnes, tu vois. Et en plus, si Imu-sama est en colère que les autres chevaliers divins sont pas encore revenus alors que Shamrock est déjà là, ça montre que les personnes qui sont là et qui attaquent Marijois sont des personnes vraiment légendaires. Tu peux pas attaquer Marijois sachant qu'il y a Shamrock, sûrement d'autres chevaliers divins, les Gorosei, potentiellement autre chose. Les personnes qui attaquent actuellement Marijois sont des personnes surpuissantes. Et c'est dans ce sens-là que je me dis que l'avènement du roi du monde pourrait se faire beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Peut-être que Barbe Noire est en train de monter sur le trône comme il a toujours voulu le faire depuis le début du manga. Ça me semble prématuré pour l'instant, mais on voit quand même quelque chose de colossal. On a un Garling et un Shamrock et les autres Gorosei plus les chevaliers divins sur Marijois, mais Imu-sama quitte son poste pour rappeler d'autres chevaliers divins. Ça porte à interrogation tout ça. Qui attaque Marijois? Pour moi, je pense que ça doit être quelqu'un de surpuissant, donc Barbe Noire ferait parfaitement l'affaire. Donc voilà, ça c'était pour la réac, la petite analyse, les petites théories autour de tout ça. J'espère que j'ai bien détaillé, j'essaie de faire au mieux. Et de toute façon, vous inquiétez pas, parce que demain, spoil complémentaire, et s'il n'y a pas de spoil complémentaire, c'est encore mieux, parce que ça voudra dire qu'on aura une petite vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, en fin de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la team, n'hésitez pas à follow, liker, commenter, n'hésitez pas à tout simplement participer au développement de la chaîne, ou juste venir discuter, c'est vraiment quelque chose de cool, et quelque chose qu'on kiffe faire, surtout autour des théories One Piece. Voilà, vous avez le Discord, le Twitter, pour avoir les informations dernière fraîcheur. Vous avez aussi, évidemment, les subscriptions, mais faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez, les gars, connaissez. Et voilà, vive la passion qu'on partage autour de One Piece. Vraiment un chapitre légendaire qui, je pense, va vraiment faire trembler un petit peu tout ce qui est power scaling, tout ce qui est puissance d'Im-sama, tout ce qui est pouvoir caché, que ce soit au niveau des chevaliers divins de Im-sama ou même au niveau de Gaban, parce qu'au final, comment il a réussi à faire ça, on sait toujours pas. Donc voilà les gars, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, très bientôt.